Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un super tuto Android. Effectivement, on va essayer de mettre en œuvre un petit jeu de Sudoku. Rien que ça. Pour ce faire, d'abord commencez par prendre un navigateur. Vous allez sur le site cours.fr. Comme vous le savez, vous y retrouvez tous mes tutos sur les différents langages de programmation sur lesquels je travaille. Vous allez au niveau de la section Java, puis vous descendez dans la sous-section Android à ce niveau-là. Et puis au niveau de cette page, vous retrouvez un certain nombre de ressources sur le langage Android, mais surtout, vous devriez voir ce lien. Commencez à coder un Sudoku avec Android Studio. Activez-le. Au bout de quelques instants, une page doit apparaître et vous y retrouverez plus ou moins tous les bouts de code qu'on va taper durant ce tuto. Donc s'il y a des choses que vous ne souhaitez pas taper de A à Z, si vous voulez faire du copier-coller, vous pourrez le faire à partir de cette page. Très bien. Comme je commence à le dire ici, ce tuto ne s'adresse pas à un débutant. Si vous ne connaissez pas bien Java, si vous n'avez jamais codé sur Android, je vous conseille déjà de commencer par les bases. Ici, vous avez un lien qui vous permettra de voir tous les tutos Java, et ici, vous avez un premier tuto d'introduction à Android. Suivez déjà au moins ça si vous voulez pouvoir comprendre tous les éléments que je vais montrer ici. Si vous développez déjà couramment au niveau d'Android, dans ce cas-là, ce tuto est fait pour vous et donc on peut continuer. La seconde étape, c'est de créer un nouveau projet. Donc on lance Android Studio et on fait donc un Start New Android Studio Project. Nous allons appeler notre projet MySudoku. Pourquoi pas? Et puis vous acceptez les paramètres qui vous sont fournis par défaut. Très bien, ici vous avez une activité vierge, très bien. On garde les noms ici, on clique sur Finish. Bon, ça va prendre quelques secondes, mais dans quelques secondes nous devrions avoir donc notre projet. L'étape suivante, elle est surtout là pour me simplifier la vie. Effectivement, quand vous aurez votre téléphone entre les mains, avec notre jeu de Sudoku qui sera déployé, vous allez pouvoir mettre votre téléphone soit en mode portrait, soit en mode paysage. J'ai pas envie de m'embêter à repositionner les éléments selon le mode. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais tout bloquer en mode portrait. Regardez, j'ouvre le fichier androidmanifest.xml, je localise la définition de mon activité et sur le tag activity ici, je vais taper un screen orientation, regardez il m'est proposé ici, et je vais le bloquer à portrait. Comme ça, en haut de notre écran, on aura notre grille, en dessous, nous aurons les boutons. Je n'aurai pas besoin de recalculer des positions si je change de mode d'affichage. Si par la suite vous souhaitez faire ça, je vous invite à compléter le programme pour pouvoir supporter les deux modes. Très bien. Regardez, je me permets d'aller un tout petit peu plus bas, juste pour vous faire voir un petit peu à quoi va ressembler notre activité. Effectivement, il va falloir tracer ici une grille, et puis on va devoir avoir quelques boutons pour pouvoir insérer les nouvelles valeurs au niveau de notre jeu de Sudoku. Très bien. Je reviens en tête du document. Donc ici, nous avions donc la manip par rapport à l'orientation. Et donc ensuite, ce que je vous propose, c'est de créer quelques classes. Alors ces classes sont là pour stocker l'état de la partie en cours. Je vous propose deux classes. La première, elle va s'appeler GameLevel. Elle va représenter, c'est un type énuméré, elle va représenter les différents niveaux que vous voulez autoriser au niveau du jeu. Alors soyons clairs, je vous aide à débuter un jeu de Sudoku. Je ne vais pas non plus aller jusqu'au bout, faute de temps. Et donc pour le moment, moi je vais avoir qu'un seul niveau qui sera réellement implémenté. C'est un niveau médium. Regardez, ici j'ai une deuxième classe, elle s'appelle GameBoard. Elle permet de définir une grille. En gros, si vous descendez un petit peu plus bas, ici vous n'avez qu'une seule et unique grille qui est codée en dur dans le jeu. Cette grille, c'est une grille d'un niveau médium. Ce que vous voyez ici, c'est que si je demande une grille pour autre chose que le niveau médium, il me dit qu'actuellement, c'est non supporté. Donc il sera de votre responsabilité de rajouter tous les autres niveaux. C'est pareil, pour l'heure, j'ai qu'une seule grille. Si pour un niveau donné, vous en voulez plusieurs, ou si vous voulez utiliser un générateur de grilles, n'hésitez pas, codez-moi tout ça. Bon, très bien, donc un seul niveau. Donc je commence par mettre en œuvre cette classe. Regardez, je vais procéder pas mal de fois par copier-coller, donc CTRL-C. Je viens au niveau de mon outil, je crée une nouvelle classe Java à ce niveau-là,
dans le pactage qui correspond à mon projet, et donc je l'appelle Game Level. Très bien. Je remplace, j'y mets mes différents états énumérés. Ah, j'ai fait une petite erreur. Autant pour moi, au niveau du nom de fichier, il faut faire attention quand on tape. Et donc mon fichier doit s'appeler Game Level. Parfait. Deuxième modification, deuxième fichier, je rajoute une nouvelle classe, je l'appelle GameBoard. Très bien, et regardez, je me contente pour le moment de copier tout ce qu'il y a ici. Voilà, je récupère tout ça. J'ai pris là les numéros de ligne, ça ne va pas être pratique. Voilà, donc je récupère tout ce qu'il y a là. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de cette classe? Alors, je vous explique. Déjà, on va retrouver une seconde classe. Là, c'est une sous-classe qui est définie à l'intérieur de GameBoard. C'est une classe statique. Cette classe contient un certain nombre d'attributs. Alors, j'ai un Real Value. C'est la valeur réelle qui est définie pour notre grille. D'accord? Donc, c'est la valeur qu'on va devoir trouver. On a un second attribut qui s'appelle Assumed Value. C'est la valeur que moi je pense avoir trouvée. Alors elle peut être bonne, elle peut être fausse. Espérons que la valeur que vous aurez trouvée correspondra à la valeur réelle. On a un attribut isInitial qui dit si la valeur est retournée et indiquée dès le début du jeu. Effectivement, quand on démarre une grille de Sudoku, la plupart du temps, on a déjà certaines valeurs qui nous sont proposées. Ici, c'est les zones qui sont affichées avec une couleur d'arrière-plan grise. Très bien. Donc ça, ce sont les valeurs initiales. Et puis, nous avons ici la possibilité d'avoir jusqu'à 9 marques. Les marques, c'est les petites valeurs que vous allez pouvoir poser ici parce que vous pensez que potentiellement, ça pourrait être l'une de ces valeurs qui serait représentée au niveau de la cellule. Très bien. Donc ça, c'est l'état d'une cellule. Notez, j'ai fait un choix délibéré. J'ai mis tous mes attributs publics. Je sais que ce n'est pas forcément très bien, on aurait pu mettre les attributs privés, fournir des getters et des setters, mais disons que pour aller vite et pour avoir un volume de code raisonnable à vous présenter, j'ai un petit peu simplifié les choses et je n'hésiterai donc pas à accéder directement à mes attributs à partir du reste de mon code. Bon, pourquoi pas. Très bien, ici j'ai deux constructeurs. Bon, celui-ci, pour le moment, je ne l'utilise pas, mais on va utiliser nous celui-ci. On fixera quoi? Est-ce que oui ou non c'est une valeur, quelle est sa valeur réelle? Et puis surtout, est-ce que c'est une valeur initiale ou pas? Regardez, ça c'est donc ma classe GameCell. Si je descends un petit peu plus bas, effectivement, ici, à un moment donné, on va créer une grille. Cette grille, je vais lui fournir un ensemble à 2 dimensions de cellules. On va bien retrouver nos GameCell. Et vous voyez ici, à chaque fois, ce que je m'amuse à faire, c'est à définir les deux paramètres du constructeur de GameCell. Et donc, à chaque fois, j'aurai la valeur que je suis censé avoir au niveau de la grille. Et puis, éventuellement, est-ce que oui ou non, c'est une valeur initiale? Donc là, par exemple, j'ai la real value, c'est 9. Est-ce qu'il est initial? 1, c'est oui. 0, c'est non. Très bien. Ça, c'est ma première ligne. Notez ici, j'ai mis de l'indentation en place. Donc ici, on a nos 3 premières cellules qui correspondent à 9, cette cellule-là et celle-ci. Ensuite, j'ai ma deuxième cellule. J'ai mon deuxième groupe de cellules, excusez-moi, dans ce groupe-là. Donc le 7 et les 2 valeurs qui sont ici. Donc regardez bien, on a le 7. En vérité, il y a un 5 et un 4. Et puis ensuite, j'ai les 3 cellules qui sont là. Donc c'est le 1, le 3 et le 6. Donc ça, c'est en vérité ma première ligne qui est découpée en 3 parties. J'ai souhaité le présenter de cette manière-là parce que je n'ai pas énormément de place au niveau de mon écran et ça permet malgré tout du coup d'avoir les 81 valeurs. Donc on l'a compris, ça c'est ma deuxième ligne. Regardez, 6, 8 et 5. Donc 6, 8 et 5. Bon là on a 8 et 3 si on poursuit un petit peu l'analyse. Très bien, et puis là on a la troisième ligne. Ensuite,
j'ai mes 3 lignes suivantes qui correspondent à ce groupe de cellules. Je les séparais par un retour à la ligne ici. Pareil, à ce niveau-là, j'ai un retour à la ligne. Et là, j'ai les dernières cellules qui correspondent à ce bloc. Parfait. Donc, une game cell, c'est une cellule de jeu. Et donc, on maintient un certain nombre d'informations pour savoir où on en est de la partie. Très bien. Après, qu'est-ce que j'ai dans mon game board? Mon game board, il est associé à un niveau. Donc ici, on a un niveau moyen, en tout cas pour le tableau que je vous propose, pour la grille que je vous propose. On aura besoin d'un attribut de type booléen. Je l'ai appelé big number. Alors, ça, c'est rien, mais en gros, quand on va jouer, soit on va pouvoir saisir des valeurs. Je pourrais ici, sur la cellule que je suis en train de visualiser avec ma souris, insérer un 4. Mais ce que je pourrais faire, c'est cliquer sur ce petit stylo, et du coup, il s'afficherait en tout petit, et ça me permettrait de pouvoir poser une note. Donc, big number, c'est quand j'ai le gros stylo ici, ça me permet de mettre un nombre, comme ici, en dur dans ma cellule. Si le stylo devient petit, je ne suis plus en big number, et dans ce cas-là, je pose des marques. Très bien. Après, nous avons current x, current y, ça nous servira à savoir quelle est la cellule qui est actuellement sélectionnée. C'est-à-dire, quand vous allez jouer, vous allez mettre le doigt sur une cellule, et donc on va afficher les coordonnées de cette cellule. Enfin ici, on a le tableau qui contient les datas de chacune de mes cellules. Donc ça, c'est mes attributs. Ensuite, comme on peut le noter ici, nous avons un constructeur. J'ai un getSelectedValue qui est censé me renvoyer la valeur qui est découverte. C'est pas forcément la bonne, attention, c'est celle que moi j'ai découverte, au niveau de la cellule qui a été sélectionnée. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur une cellule, je vais mémoriser ses coordonnées. Par la suite, je pourrais demander est-ce que oui ou non il y a une valeur qui a été découverte. Dans ce cas-là, je retournerai la valeur découverte. Ici, nous avons un push value. Ça me permettra soit de pousser une valeur pour la cellule, et donc de la stocker dans assumed value, soit de pousser une marque. En fonction de l'état du système, il mettra soit la valeur dans la cellule, soit il ira modifier la marque associée à la valeur considérée. Très bien, ça c'est si je veux nettoyer une cellule. Effectivement, j'ai une petite gomme qui me permettra d'effacer tout ce que j'aurais pu renseigner sur une cellule de jeu. Dans ce cas-là, on invoquera le clear cell, ça nettoiera la cellule. Du coup, on met assume value à 0 et on efface toutes les marques. On pourra faire ça uniquement que si on a sélectionné une cellule courante. Regardez, juste je reviens sur la capture d'écran. Et donc, pour nettoyer la cellule, il faudra cliquer sur ce bouton-là. Pour peu que j'ai une cellule de sélectionner, si je clique, ça nettoie la cellule. Bien entendu aussi, vous ne pourrez pas nettoyer une cellule si celle-ci est initiale. On ne peut pas effacer la valeur des cellules qui sont avec un arrière-plan en gris. C'est nos données d'entrée pour résoudre cette grille de Sudoku, donc ça, on ne pourra pas l'effacer. Très bien. Et ensuite, ici, j'ai une méthode, c'est une méthode statique, c'est une factory méthode si vous préférez, et c'est elle qui est censée me renvoyer donc une nouvelle grille. Donc à chaque fois qu'on va attaquer un nouveau jeu, on passera par cette méthode, ça me renverra ma nouvelle grille. Bon, attention, là pour l'heure, j'insiste bien, j'en ai qu'une seule. Je vous laisse la responsabilité éventuellement d'étoffer un petit peu l'ensemble des grilles qui vous seront proposées. Très bien, donc ça, c'est nos deux classes. On vient de les poser, j'y reviendrai pas pour le moment, les codes sont assez simples. Donc il va falloir maintenant passer à tout ce qui est visualisation. Donc on va chercher à afficher l'état de la grille. Donc regardez, ce que je vous propose, c'est de faire New, Java Class, et donc je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler GameView. Très bien. J'enlève les commentaires pour que vous ayez un maximum de choses à l'écran, comme ça vous pouvez mieux voir ce que je suis en train de taper. Première chose que je vais faire, je vais dire que cette classe, en vérité, elle est en View. Alors View, c'est la classe de base de tout objet graphique sous Android. Dit autrement, je veux être un widget. Alors notez que là, il y a une petite erreur qui apparaît. C'est normal. Ça peut fonctionner qu'à une seule condition, c'est que je fournisse
les constructeurs au niveau de ma classe et surtout que je spécifie quels sont les constructeurs parents qu'ils invoquent. Comme là, je n'ai pas fourni de constructeur. Il est sous-entendu que par défaut, on fasse un appel à super parenthèse parenthèse, donc qu'on appelle un constructeur parent de view. Sauf qu'il n'y en a aucun au niveau de view qui accepte aucun paramètre. Donc comment je règle ce problème-là? Regardez, vous vous placez ici, vous faites bouton droit, vous allez dans Generate, vous sélectionnez l'outil constructor, et à ce niveau-là, vous me générez, s'il vous plaît, ces deux constructeurs. Parfait. Ensuite, je vais rajouter un attribut. Cet attribut va être de type paint. Donc c'est android.graphics.paint. Ça, c'est un stylo. C'est avec ce stylo que je vais dessiner ma grille. C'est ce qui va me permettre donc de choisir les couleurs, l'épaisseur du trait, la couleur d'arrière-plan, pour pouvoir donc dessiner la grille de Sudoku pour la partie en cours. Je vais appeler mon paint paint, et je vais le créer en faisant un new paint, et je vais lui passer une constante, c'est l'anti-alias flag. Bon, c'est que pour tout ce qui est arrondi et autre chose, il me fasse tout ce qu'il faut pour pas que ça fasse trop de crénelage, que ce soit trop moche en termes d'affichage. Donc il va me lisser toutes les courbes. Parfait. Et regardez, pour le moment, je vais rajouter une autre méthode. Elle doit s'appeler undraw. Et le undraw, c'est la méthode qui sera invoquée à chaque fois qu'on va devoir dessiner. Pour le moment, je fais quelque chose de très basique. Regardez, ce que je vais dire, c'est que je vais modifier mon paint en lui affectant une couleur. Donc ici, je vais mettre une couleur rouge. Pourquoi pas, ça devrait bien se voir. Je vais lui dire sur le paint que j'ai une épaisseur de tracé. C'est le stroke width. Pourquoi pas, je mets 5. Et ce undraw, notez bien, il me fournit ce qu'on appelle le canvas. Le canvas, c'est la zone de tracé. Donc j'ai ma zone de tracé, j'ai mon stylo. Je peux maintenant, sur la zone de tracé, envoyer par exemple un drawline, par exemple. Je pars de 0, 0. Et je vais descendre jusqu'à getWidth et getHeight. Donc ça va me tracer un trait en diagonale du coin haut gauche jusqu'au coin bas droit. Bien entendu, il me faut lui préciser le paint. Regardez, je fais à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de partir de 0, 0, je pars de 0 et de getHeight à ce niveau-là. Donc je pars du coin à gauche et en bas. Et je vais remonter jusqu'au coin droit en haut. Donc je vais aller jusqu'à getWidth, et du coup, ici, je serai en position 0. Très bien. Ça, c'est ma classe qui va afficher donc ma partie. Alors pour le moment, on voit rien. Regardez, on va régler ce problème-là, on va faire en sorte de visualiser ce qu'on a fait ici. Donc dit autrement, de visualiser notre croix rouge. Pour ce faire, je viens au niveau de mon layout pour mon activité. Très bien. Je vais aller modifier le layout utilisé. Par défaut, là, il me proposait un constraint layout. Je vais me simplifier la vie, je vais prendre un relative layout. Très bien. Le text view qui m'était proposé ici, je le supprime. Notez, si vous souhaitez changer le layout principal au niveau de votre activité, le seul moyen de le faire, c'est de passer en vue texte. L'outil, pour le moment, Android Studio ne permet pas de le faire autrement. Bon, dans tous les cas, je reviens maintenant en design, donc j'ai ma zone centrale, et regardez, si je vais dans Advanced, ici, j'ai ce qu'on appelle le View Stub, ou le View, excusez-moi, ici, c'est lui que je souhaite utiliser. Regardez, je drop cet élément-là, et là, il me dit, OK, je ne vais pas déposer un widget standard, je ne vais pas mettre un widget qui m'est proposé par Android. En vérité, le widget que je veux déposer, c'est le mien, celui que je viens de coder. Il s'appelle GameView, vous le sélectionnez ici, vous faites OK. Vous voyez ici, donc, il apparaît. Le seul problème, c'est qu'il est gris. Et puis qu'il ne prend pas forcément toute la place. Donc regardez, déjà, je vais changer la superficie qu'il occupe. Donc ici, je lui dis qu'il va correspondre à la largeur de l'activité, et je vais dire aussi la même chose au niveau de la hauteur. Donc c'est un peu mieux, mon composant prend tout l'espace qui est disponible. Mais néanmoins, il reste gris. Alors pourquoi il reste gris? Parce que mon composant, là, pour l'afficher, Android Studio le fait tourner, le fait fonctionner. Donc il a donc besoin d'en instancier un exemplaire.
Le problème, c'est que pour le moment, j'ai toujours pas fait de build. Tant que j'aurai pas fait de build, je ne verrai rien à ce niveau-là. Regardez, je construis mon application, bon, en espérant ne pas avoir fait de faute de syntaxe. J'attends quelques secondes, vous avez vu, ça y est, mon composant vient d'apparaître. Et donc, nous avons bien une croix. Parfait. Donc ça, c'était la première manip que je voulais lancer. C'était déjà vérifier qu'on était capable d'afficher quelque chose dans notre activité. Par contre, notez bien, à chaque fois que vous allez faire des modifications sur ce widget, si vous voulez avoir le résultat à ce niveau-là, ça peut être pratique, hein, ça peut nous permettre de vérifier les choses sans même le déployer dans l'émulateur. Ça peut être assez rapide. Mais il faudra néanmoins avoir fait un build. N'oubliez pas les builds. Très bien. On vient de passer toutes les étapes que j'ai expliquées jusqu'à ici. Très bien. Bon, maintenant on est parti. Ce qu'on veut faire, c'est commencer à tracer la grille et puis les boutons qu'on va utiliser pour remplir la grille. Très bien. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai besoin de 2 images. Là, c'est comme vous voulez. Soit vous faites vos propres images, dans ce cas-là, je vous laisse faire un petit peu de GIMP ou de Photoshop, débrouillez-vous. Vous pouvez éventuellement voir si vous trouvez quelque chose sur Internet. Si vous avez envie d'aller à l'essentiel, vous pouvez aussi cliquer sur ce lien qui est ici et qui vous permet de télécharger un zip avec ces 2 images. Regardez, je le fais. J'ai mon zip. Ici, j'ai mes 2 images. Bon, regardez. Alors, je crois que je ne peux pas les déposer directement de là. Alors, il faut les mettre dans le répertoire Drawable. Je crois que comme ça, de base, il n'y arrive pas. Ouais. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le dézippez, pourquoi pas, sur votre bureau. Ça marche. Je fais pareil pour le pencil. Je reprends Android Studio, je réduis un petit peu la fenêtre. Et cette fois-ci, je drop mes 2 images. Et normalement, cette fois-ci... Voilà, vous faites copier-coller, voilà. Cette fois-ci, ça marche. Voilà, donc débrouillez-vous en faisant copier-coller de ramener 2 images que vous placez dans le répertoire Drawable. Alors, petit rappel, on a vu ça dans les tutos précédents, mais quand même juste 2 secondes au cas où. N'oubliez pas que les noms des images et les noms des ressources plus généralement doivent intégralement être écrits au niveau des noms de fichiers. J'entends, là je parle des noms de fichiers. Ils doivent être écrits en minuscules. Si vous m'avez mis une majuscule à ce niveau-là, ça ne fonctionnera pas. Vérifiez bien ces points. Très bien. Une fois que vous avez 2 images qui vous conviennent, maintenant on va pouvoir commencer à travailler. Donc je reviens sur mon GameView, et puis on va un peu casser notre code. Donc tout ça, c'était ce que j'avais proposé initialement, mais regardez, je vais l'enlever. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2-3 petites choses. Alors, je vais revenir ici, et je vais faire du copier-coller. Donc c'est un petit peu en dessous de l'image que je vais vous proposer. Donc, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'une grille. Alors, notez que pour le moment, j'ai fait simple. Quand je crée un GameView, je crée une grille. Ça veut dire que si jamais je redémarre le jeu, je n'ai pas mémorisé l'état de la grille en cours de résolution. Donc, je vous laisserai par la suite éventuellement gérer l'aspect sauvegarde de la partie en cours. Pour le moment, c'est assez basique. Je prends néanmoins donc cet attribut qui va me permettre donc d'avoir ma partie en cours. Je vais aussi prendre tous ces attributs-là qui vont me permettre de précalculer une fois pour toutes différentes tailles et de charger mes images une fois pour toutes en mémoire. Je prends tout ça, je reviens au niveau de mon widget et donc je place tout ça. Alors notez qu'il y a un petit souci, la classe bitmap, il la connaît pas, c'est pas grave. Soit vous faites Alt Entrée si vous le propose, soit au pire vous faites CTRL Espace. Ça rajoute l'import qui va bien, normalement ça devrait aller. On va rajouter autre chose. On va rajouter ici une méthode qui s'appelle onSizeChange. Alors n'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai fait bloquer l'orientation de votre activité. Donc on ne peut plus faire basculer l'application en mode landscape, en mode paysage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce onSizeChange, en vérité, ne va déclencher qu'une seule et unique fois. Si vous mettez des logs ici pour vérifier, vous verrez que le log ne passera qu'une fois. C'est à l'ouverture de l'activité. D'accord? Et comme l'activité ne peut pas changer d'orientation, du coup, il n'y a pas de changement de taille, donc on ne réinvoque pas cette méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je peux faire des calculs une fois pour toutes que je vais ensuite pouvoir exploiter. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Regardez.
Ça on l'a, mais je vais reprendre tous ces éléments-là. Et donc, qu'est-ce que je commence par dire? Déjà, je vais avoir une taille de séparateur au niveau de ma grille. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'épaisseur des traits qui sont ici, si vous voulez. Très bien. Après, j'ai ma grille, elle a une certaine largeur. D'accord? La largeur, c'est la largeur de l'écran. En gros, la grille, comme on est en mode portrait, la largeur, c'est la largeur disponible. Du coup, la hauteur sera la même, parce que la grille, normalement, c'est un carré. Donc, on aura la même largeur et la même hauteur pour la grille de données. Très bien, donc j'ai mon grid width. J'ai calculé donc la taille une fois pour toutes, je l'ai mémorisé à ce niveau-là. Ensuite, je calcule la largeur d'une cellule. La largeur ou la hauteur, encore une fois, ce sont des carrés. Je veux 9 cellules sur une ligne, donc je divise grid width par 9. Ensuite, je calcule ici des tailles. Ces tailles, c'est par rapport aux boutons qui sont ici. En gros, je veux 6 boutons sur une ligne. J'aurai 2 lignes de boutons. Ce qui veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits espaces de séparation entre mes différents boutons. Et puis notez aussi, j'ai un petit arrondi. D'accord? Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas trop quelle est la résolution de la dalle tactile de votre téléphone. Donc ici, j'ai fait un choix, c'est de tout raisonner en pourcentage. Et donc, regardez, je calcule la largeur de mon bouton. Donc, je divise par 7 ici, parce qu'en gros, il y a une taille de bouton qui me correspondra de marge. D'accord? Et cette marge, vous voyez, après, je divise ici pour avoir la taille de une marge. Très bien. Et puis, pareil, je calcule la longueur de l'arrondi au niveau d'un bouton, c'est la largeur du bouton divisé par 10. En gros, il y a un dixième pour l'arrondi qui est là d'un côté, et puis un autre dixième qui est ici. C'est-à-dire que la section plate qui va de la position de la souris ici à ici, c'est les 8 dixièmes de la largeur de mon bouton. Très bien. Alors, notez un autre petit point de détail important. J'ai fait aussi un choix particulier. On aurait pu imaginer que ces boutons, ce soient des vrais boutons Android que j'aurais pu placer directement dans mon layout, en dessous de mon grid view, de mon game view. Mais ce n'est pas le choix que j'ai fait. En vérité, ces boutons, je vais les tracer à l'intérieur du game view. Le game view, ça va être tout ça, c'est-à-dire la grille plus les boutons. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que justement, ça me permet de pouvoir dimensionner mes boutons au mieux en fonction de l'espace qui m'est donné, et je vais tout calculer en pourcentage. Bon, si néanmoins vous vouliez que votre GameView ne gère que la grille, et si vous voulez pour les boutons mettre des vrais boutons Android, vous pouvez, je n'y vois aucun inconvénient. Dans ce cas-là, vous n'aurez peut-être pas besoin de ces informations-là. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, notez, ici, il me faut une classe Bitmap Factory. Je fais CTRL espace, comme ça, je rajoute l'import. Et donc, ce Bitmap Factory va me permettre de charger mes images qui ont été définies à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'encore une fois, je pourrais avoir des problèmes de taille. Donc, normalement, dans la vraie vie, ce qu'on aurait dû faire, c'était avoir autant de versions de votre image que de résolutions supportées. C'est des fois un petit peu compliqué à gérer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des images dans une bonne résolution. C'est des belles images, elles ont une certaine taille, elles sont assez conséquentes. Bon, pas trop non plus, n'exagérons rien. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est comme de toute façon, maintenant je connais la taille définitive de mon écran, je peux calculer un bitmap, mais qui a été, comment pourrais-je dire, redimensionné, un scaled bitmap, d'accord, à partir de ce que j'ai chargé. Là, je charge mon image en pleine taille, et après, je l'adapte pour ne considérer plus que le nombre de pixels adéquat par rapport à la résolution de mon écran. Donc ça, c'est pour le bouton qui permet d'effacer une cellule. Là, c'est un petit peu plus compliqué. À partir de mon bitmap d'origine, j'ai calculé en vérité 2 sous-bitmaps. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vous expliquais tout à l'heure, quand vous aurez le grand crayon à ce niveau-là, ce sera pour
écrire une valeur qu'on pense être la bonne au niveau de cette cellule. Par contre, si on clique sur cette icône, le bouton va devenir tout petit dans le coin haut gauche et ça voudra dire qu'on veut simplement poser une marque. Donc il me faut l'image en grande taille et l'image en toute petite taille. Je les calcule une fois pour toutes. Comme ça, j'aurai plus besoin de refaire de scale bitmap par la suite, tout est déjà précalculé. Normalement, une fois qu'on a fini de sortir le on-site change, on connaît toutes nos tailles et on a les images taillées au plus juste en fonction de l'espace qui m'est disponible. Très bien. Donc ça, c'était une première partie, donc préparation, on initialise un certain nombre d'informations. Maintenant, il faut passer au tracé à proprement parler. Donc pour le tracé, vous avez ici tous les codes. Alors vous pouvez tout copier d'un coup et puis tester directement le résultat. Vous aurez le visuel que je vous ai montré là depuis quelques instants. Pour autant, moi je vais préférer y aller cran par cran. Donc regardez, il y a une première partie qui me permet de tracer ma grille. Pour le moment, je vais gérer que le tracé de la grille. D'accord ? Le tracé de la grille, il s'arrête ici. D'accord ? Je vais commencer déjà à vous parler uniquement de ça. Donc je prends ce bout de code-là. Après, vous avez vu, il ne restera plus qu'à fermer toutes les accolades pour terminer les deux forts. Très bien. Donc on dit quoi ? On dit qu'on commence déjà à aligner nos textes qu'on va dessiner par rapport au point qu'on fixera au centre. D'accord ? On va fixer un point à chaque fois qu'on va faire un draw quelque chose. Par exemple, ici, je fais un draw texte. J'affiche quoi ? J'affiche une valeur numérique. Les coordonnées que je vais donner ici, ce sera le centre de mon texte. D'accord ? Donc l'alignement horizontal, il est center. Ça me permettra quoi ? Ça me permettra vraiment d'avoir mon texte bien calé en plein milieu de ma cellule. Ensuite, ce que je fais, c'est que je choisis une taille de police. Ce que je veux, c'est que la taille elle soit adaptée en fonction de la résolution de votre dalle tactile. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise la taille d'une cellule qu'on a calculée, et en vérité, mon texte sera en pourcentage de cette taille. Donc, ce sera 70% de cette taille. Très bien. Du coup, qu'est-ce que je fais ici ? Alors, oui, je suis idiot parce que, en vérité, je l'ai remis à ce niveau-là. Donc peut-être que cette ligne-là ne sert à rien. Je ne vais pas la considérer. Mais ici, en tout cas, on a la taille. Du coup, je parcours mes 9 cellules en largeur et mes 9 cellules en hauteur. Donc les 81 cellules au final. Très bien. Je pars du principe que pour le moment, j'ai une couleur d'arrière-plan qui sera blanche. Sauf que pour la cellule en cours, si jamais, en analysant la grille, je m'aperçois que la cellule que je considère était initiale, dans ce cas-là, je change. Je ne vais pas la dessiner en blanc, je vais la dessiner ici, vous voyez, dans un espèce de gris. C'est un gris un petit peu clair malgré tout, mais pour bien voir que cette cellule est particulière. Du coup, une fois que j'ai choisi ma couleur, donc blanc ou gris, je stocke cette couleur comme étant la couleur de tracé de mon stylo. Et notez, ce que je fais, c'est que je fais un draw rect avec cette couleur. Regardez, je bloque pour le moment ces quelques lignes. Regardez, je les sélectionne et j'appuie sur le CTRL/. Le slash au niveau du pavé numérique. Du coup, ça me permet de les couper. Je fais un build. Je reviens au niveau de mon activité. Vous voyez, on commence à voir apparaître les zones en grise. Donc là, on a les cellules qui sont proposées au démarrage du jeu. Tout ce qui est blanc, ce sont les cellules qu'il faudra découvrir. Comment j'ai fait pour remplir ce rectangle ? Vous avez vu, on fait simplement un draw rect. D'accord ? Ce que j'ai, c'est les positions de ma cellule. Il me suffit de multiplier ces positions par cell width. Et notez que je terminerai une cellule plus loin. Et donc ça va me dessiner mon rectangle. Très bien. Ensuite, il serait pratique éventuellement pour les cellules pour lesquelles on a déjà des valeurs supposées, il serait pratique d'afficher les valeurs. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je teste, et si la valeur supposée est différente de 0, c'est-à-dire si j'ai bien quelque chose, dans ce cas-là, je passe dans cette couleur, à savoir du noir,
Je calcule donc ma taille, effectivement je l'avais mis là, mais je l'avais recalculé à ce niveau-là. Donc j'ai la taille pour afficher mon texte, et je dessine mon texte. Alors pourquoi c'est plutôt cette ligne-là que je vais conserver? Parce que dans quelques instants, on rajoutera un else ici qui nous permettra de gérer les marques. Et les marques, il faudra les afficher en taille plus petite. Et comme je vais alterner, quand je vais dessiner ma grille, des grands chiffres et des petits chiffres, il faudra bien à chaque fois recalculer la taille adéquate. Donc parfait. Je laisse ça comme ça. Regardez, si je reviens là, on est bien d'accord, hein, je ne vois pas les chiffres. Hein. La raison est simple, j'ai toujours pas fait de build. Je reconstruis mon projet. Maintenant, j'ai les cellules qui apparaissent. Alors c'est pas mal, mais le problème c'est qu'on ne voit pas trop les séparations, on ne voit pas trop où on en est. Donc regardez, je vais descendre un petit peu plus bas, et là on a le tracé des bordures. Je vais déjà récupérer au moins... Oui, c'est cette partie-là. Je vais récupérer le code qui est là. On va y arriver. Voilà. CTRL-C. Je reprends mon GameView. Et donc, à la suite de mes deux boucles, mais néanmoins toujours dans mon undraw, je fixe les lignes, je pose les lignes qui vont me permettre de tracer les grilles. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai procédé en deux étapes. Regardez, je vais couper ça. Là, ce que je fais, c'est que je vais aller de 0 à 9, 9 compris, hein, et donc je vais tracer des lignes. Sauf que je vais tracer 10 lignes horizontales et 10 lignes verticales. Alors pourquoi 10? Au cas où c'est pas bien clair, parce qu'il m'en faut une là, il y a 9 cellules. Hein. Sur une ligne, j'ai 9 cellules, donc il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 lignes. Il faut les extrémités. C'est pareil en termes de hauteur, en vérité c'est exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il faut que je fasse 10 lignes horizontales et 10 lignes verticales. Donc je fais une seule boucle de 0 à 9, 9 compris, et je trace mes lignes horizontales et mes lignes verticales. Chacun des drawlines ici, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Notez que la couleur que j'ai choisie, c'est du grès, et notez que je les ai tracées par rapport à la taille de séparateur que j'avais calculé tout à l'heure, hein, au niveau du on-size change, sauf que je l'ai encore divisé par deux. Donc les traits en gris seront un petit peu plus légers que les autres traits que je vais faire dans quelques instants. Regardez, je relance la construction de mon projet, je reviens sur mon affichage. Vous voyez ici, on a la grille qui commence à apparaître. Cette fois-ci, on la voit vraiment bien. Alors vous pourriez me dire, une seule boucle pourrait suffire. Il me suffirait ici de rajouter un if et de tester si on est si on est divisible par 3 ou pas, et si on est divisible par 3, de les tracer en noir. Alors pourquoi pas, ça pourrait être une idée, mais le problème c'est que comme on va alterner tantôt des lignes noires et des lignes grises, des fois vous auriez les lignes grises qui seraient par-dessus certaines noires. C'est-à-dire que quand on va tracer une ligne en gris, celles qu'on aurait déjà tracées en noir, on va les écraser. Donc je préfère d'abord tout tracer en gris, et puis ensuite, je refais une autre passe, mais là, cette fois-ci, je vais faire que les groupes. D'accord? Et je vais les tracer en quelle couleur? Je vais les tracer en noir. Bon, du coup, hein, les lignes de séparation des groupes contiennent à chaque fois 3 cellules. Regardez, je reconstruis de nouveau mon projet, je repasse à ce niveau-là. Vous avez vu, j'ai une ligne noire ici, une ici et une à la fin. Pareil en haut, hein, au milieu et une à la fin. Très bien, donc ça commence à ressembler à une grille de Sudoku. C'est pas mal. Alors si je continue à récupérer les codes que je vous propose, regardez. Je vais maintenant prendre cette partie-là. Voilà, cette partie, elle me permet éventuellement de mettre en highlight, on va dire, en surbrillance, la cellule que j'ai sélectionnée. Je place ça ici, impeccable. Et donc, ce que je dis, c'est que si jamais j'ai une cellule qui est sélectionnée, donc si current cell X et current cell Y sont différents de -1, dans ce cas-là, je prends une couleur, c'est un espèce de bleu, je donne une certaine taille à mon stylo, c'est-à-dire un petit peu plus grande que les lignes noires qu'on vient de tracer.
hop là, regardez ici, les lignes noires sont plus épaisses que les lignes grises. Et bien, si une cellule est sélectionnée et que je la mets en surbrillance, je tracerai encore un tout petit peu plus épais, on va dire, le trait, que ce qu'il est fait au niveau des lignes noires. Donc, fois 1,5. On est bien d'accord, hein, le F ici, j'en ai pas parlé, c'est vrai qu'il y était plusieurs fois dans les exemples précédents, c'est pour dire que c'est 1,5 en flottant et non pas en double, c'est type flotte. Bon, très bien. Pourquoi? Parce que quasiment toutes ces fonctions acceptent des types flottes. Regardez, si je fais un CTRL-P, ici, vous voyez, à chaque fois, c'est des flottes que je prends. Donc c'est pour ça que je multiplie toujours par des valeurs flottantes pour être sûr d'être en flottant. Et pas en double. Très bien. Du coup, ici, chose importante, sur le Paint, je change son style. Par défaut, c'est du fill and stroke. C'est-à-dire que je fais le détourage, mais je fais aussi l'intérieur, avec la même couleur. Mais là, je ne veux surtout pas écraser les valeurs que j'ai déjà affichées. Donc là, je vais faire que du stroke. C'est-à-dire que je ne vais pas remplir la cellule. La cellule est déjà dessinée. Ici, on a déjà affiché son chiffre. Donc ce serait dommage de l'effacer. Donc du coup, je fais un draw rect pour faire ressortir cette cellule. Je reviens ensuite sur une taille particulière et sur un style de remplissage particulier. Alors vous allez me dire, oui c'est bien, mais pour le moment, on n'a pas de gestionnaire d'événements. On n'est pas encore capable de cliquer sur notre grille. Donc c'est bien beau d'avoir codé cette partie-là, mais on n'est pas en mesure de pouvoir tester si oui ou non ça fonctionne correctement. En vérité, si, on peut quand même le tester. Prenez une cellule qui vous intéresse au niveau de votre grille, regardez, et puis on triche. On reprend notre game board. C'est vrai qu'initialement, on avait dit que la cellule sélectionnée, c'était -1, -1. Mais rien ne m'empêche de mettre ici 5 et 5. Regardez, je refais un build. Cette fois-ci, j'ai une cellule sélectionnée. Alors après, vous m'effacez ça, bien entendu. Hein. C'est juste en guise de test. Mais regardez, ici, j'ai ma cellule qui apparaît. Très bien. Donc, il semblerait que tout fonctionne bien. Donc, CTRL-Z et CTRL-Z. Parfait. L'étape d'après, on va déjà gérer un autre aspect, c'est l'aspect lié aux marques. On peut poser des petites marques au niveau de notre grille. Il va falloir faire jusqu'à 9 affichages pour les 9 valeurs potentielles qu'on pourrait mettre en marque au niveau d'une grille. Du coup, j'avais passé ces lignes, mais c'est tout ce que j'ai mis ici. Regardez, là, on s'était amusé à tester si, oui ou non, on avait une valeur présumée. Ce que je fais maintenant, c'est que je récupère, est-ce que oui ou non, on a des marques qui ont été définies. Regardez, je reviens sur mon if qui était là, je colle la suite, voilà. Et en gros, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vais changer la taille. Ma taille, alors c'est plus du 70%, c'est du 33%. Effectivement, les petites notes, on va les afficher en toutes petites. Les notes, on va les afficher en gris. C'est un gris un tout petit peu plus foncé que les lignes de séparation. Un tout petit peu plus. Et puis à chaque fois, ce que je vais aller faire, pour la cellule considérée, je vais aller voir si oui ou non, j'ai une marque. Alors pour rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu tout à l'heure, quand on a parlé de notre classe qui représente l'état d'une grille, qu'on avait donc une classe GameCell. Cette classe GameCell définissait un attribut marks, et c'était quoi? C'était un tableau de booléens. En gros, c'est est-ce qu'on a posé cette marque, oui ou non? Pour le moment, on n'a pas posé de marque. Si on en pose, dans ce cas-là, on ira faire à chaque fois un draw text, et noter, regardez, ici, c'est ma première colonne à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est ma deuxième colonne à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est ma troisième. En gros, ce que je dis, c'est qu'on va avoir des marques potentiellement ici, première colonne, deuxième colonne ou troisième colonne. C'est pareil pour les lignes. J'ai une ligne, 2 lignes et 3 lignes. Ça, c'est ce qu'on retrouve ici. Première ligne, deuxième ligne, et puis il y aura la dernière ligne qui sera ici. À chaque fois, c'est le X et le Y qu'on spécifie dans nos draw text. Donc on donne la marque à éventuellement dessiner si elle est présente au niveau de la cellule, et puis on donne les positions à laquelle on veut tracer la chose. N'oubliez pas, sur le Paint, nous avons fixé la taille de la police de caractère, nous avons fixé la couleur, donc il va être capable de tracer ça correctement.
Encore une fois, si vous faites un build, normalement, le code est OK. Le seul problème, c'est qu'on a toujours un souci là. Comment faire pour vérifier si ça a marché? C'est un petit peu comme tout à l'heure pour la cellule en cours de sélection. On peut temporairement un tout petit peu tricher. Regardez, je descends un petit peu plus bas dans le code. Dans la page, excusez-moi. Et ici, je vais proposer ces petites modifications. Donc je prends cette ligne, hein. Vous voyez, je suis dans le constructeur de GameBoard. À un moment donné, si je prends une grille, je vais modifier les marques pour une cellule de la grille. J'ai fait quoi? Ici, j'ai fait un new boolean crochet, d'accord, et j'ai passé mes 9 marques possibles. Elles sont toutes effectivement fixées. Amusez-vous à changer des trous et des falses si vous voulez vérifier que tout marche bien. Regardez, je reprends mon GameBoard. Je localise mon constructeur. Et donc ici, je rajoute mon petit scénario de test pour vérifier si oui ou non mes marques sont correctement affichées. Impeccable, on commence à avoir nos marques. Bon, après, bien entendu, il devrait y en avoir partout dans la grille, hein, bien entendu. Donc vous avez vu, là, c'est pas mal, hein. On commence à avoir déjà un affichage assez sympathique qui nous reflète l'état de la partie en cours. Très bien. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est ici des boutons, hein. Les fameux boutons qui vont me permettre après de pouvoir renseigner les valeurs au niveau de notre grille de Sudoku. Très bien. Donc pour ce faire, déjà, j'enlève mon petit test. Deux, je reviens à ce niveau-là. Et puis regardez, je me place à la suite du tracé de la cellule en cours de sélection. Et je viens récupérer les bouts de code, excusez-moi, je suis allé un peu vite, mais qui sont ici. Alors, je les copie, et puis dans quelques instants, je vous explique. Parfait. Alors, quand j'ai copié, bien entendu, il y a des imports qui me manquent. N'oubliez pas de mettre les imports. N'oubliez pas, par défaut, vous pouvez soit faire CTRL espace, ça rajoute, soit Alt Entrée si vous le propose. Bon, au choix. Donc ça y est, là mes imports ont été fixés, donc au fur et à mesure qu'on étoffe notre classe, bien entendu, la liste des imports devient de plus en plus conséquent. C'est normal. Donc en gros, qu'est-ce que je dis ici? Bon, je calcule, une petite erreur ici, je calcule la position haute de mes boutons. Dit autrement, je veux que mes boutons soient à partir de cette position-là. Donc je calcule cette position. En vérité, c'est un petit peu plus subtil. C'est cette position plus un petit delta là. Oui, non, c'est bien ça là. Je disais une bêtise. C'est vraiment ça là, mais avec la séparation, voilà, je la descends un petit peu. Donc ça me donne mon point d'origine. Ici, notez ce que je fais, c'est que je mets une couleur d'arrière-plan. Cette couleur d'arrière-plan, c'est cette espèce de bleu qui est ici. Et je commence par faire un draw rect de cette position, en termes de hauteur, jusqu'au plus bas de l'écran. Donc du coup, ça va me mettre tout le reste de mon activité en bleu. Alors, plus précisément, tout le reste de mon composant de type view, mon game view. Mais comme lui, il prend 100% de l'activité, ça va descendre effectivement jusqu'en bas de l'activité. C'est naturel. À partir de là, maintenant, je calcule mes positions pour mes boutons. D'accord? En gros, ma position pour mes boutons, c'est cette partie-là que je récupère, auquel je rajoute une petite marge, la marge que j'ai calculée tout à l'heure dans le onSizeChange. Donc là, je viens de calculer cette position ici. D'accord? En termes de hauteur. On vient de calculer la position qui est là. Sur la pointe de ma souris, j'ai bougé entre-temps, mais voilà, ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, toujours centré au cas où. Et puis ici, je remets une taille importante. Donc c'est 70% de la taille d'un bouton. D'accord? C'est pour que mon chiffre à l'intérieur, là, se voit bien. Il est proportionnel à la taille de la cellule. Et puis, je commence à tracer mes 9 boutons. Et ce que je fais à chaque fois, ça se passe ici. C'est qu'à chaque fois, le bouton, le prochain, il sera un coup à gauche. C'est-à-dire la largeur d'un bouton supplémentaire plus une marge. Donc je vais d'abord tracer celui-là, puis après il va se mettre ici,
puis après il va se mettre ici, et ainsi de suite. Donc au fur et à mesure du for, il va aller me mettre des boutons les uns à côté des autres. Sauf que si j'arrive à 6, fatalement, il faut passer à la ligne suivante. Donc du coup, je remets mon button left à button margin, donc on se remet à cette position-là. Et puis on baisse le top pour pouvoir descendre d'une ligne. Donc ça, c'est ce qui me permettra de balayer mes positions au fur et à mesure que ma boucle va tourner. Et puis à partir de là, qu'est-ce que je vais faire pour chacun des boutons? Eh bien regardez, ici, je mets du blanc. Vous voyez que le blanc, là, ça ressort bien sur le bleu. En tout cas, moi, c'était des couleurs que je trouvais sympathiques. On est bien d'accord, si les couleurs ne vous conviennent pas, vous les changez. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre sudoku. Bon, dans tous les cas, moi, je suis parti avec du blanc. Notez que j'ai calculé une position. Et ici, ce que j'ai fait, c'est un canvas.drawRoundRect. C'est ce qui me permet d'avoir un rectangle, mais pas un rectangle carré, comme on le voit ici, quoi, avec des angles carrés. Là, j'ai un rectangle, oui, un rectangle, mais en vérité, il a la même taille, donc c'est plutôt un carré, pour être précis, mais les angles sont arrondis. D'accord? Rappelez-vous, le border radius, on l'a calculé tout à l'heure. Donc, je le réutilise. Alors là, comme ça, vous me dites, ouais, c'est pas mal, ça me permet d'avoir un certain nombre de boutons, c'est bien. Oui et non. On a quand même un petit souci qui n'est pas si bien que ça. Là, ici, ce que je fais, c'est un new. Ça, c'est pas une bonne idée. Vous avez vu, là, le studio, il me dit d'essayer d'éviter de faire des allocations d'objets durant le on-draw. Pourquoi on me demande de ne pas faire ça durant le on-draw? Parce que faire des new, ça risque de déclencher le garbage collector. Et donc, du coup, ça peut avoir des petits impacts sur le temps de rafraîchissement de votre page. Alors, j'aurai un jeu qui, très périodiquement, réactualise l'écran. Effectivement, ce serait vraiment pas une bonne solution. D'accord. Pour autant, là, on va quand même rester terre à terre. Nous, notre sudoku, il va simplement se réactualiser quand l'utilisateur cliquera. Par contre, un GC, ça passe quand même relativement vite. Notre application est toute petite, elle ne consommera pas énormément de place en mémoire. Donc le GC devrait se déclencher assez rapidement, donc on ne devrait rien sentir. Bon, néanmoins, c'est vrai que je vous montre quelque chose qui n'est pas forcément une bonne pratique. Mais allez, dans cet exemple-là, on pourra l'accepter. Je pourrais faire mieux. En vérité, si on était malin, on pourrait faire un CTRL-P ici. CTRL-P, ça m'affiche la liste des signatures et des paramètres. Et je m'aperçois que j'ai un drawRoundRect qui prend directement, si je le veux, excusez-moi, regardez, CTRL-P, qui prend directement les coordonnées. Alors pourquoi avoir calculé un objet si je pouvais directement passer les coordonnées? C'est vrai que sur le principe, c'est une bonne question. Regardez, je vais commenter tout ça. Alors vous vous doutez, si je l'ai fait, c'est qu'il y a une raison. Mais regardez, je vous explique la raison, elle est assez subtile. Je mets mon drawRoundRect, et au lieu ici de passer un rectangle, je vais simplement passer toutes les valeurs du rectangle. Et là, vous avez vu, la signature existe, mais il n'est pas content. Et il me dit quoi? Il me dit, ok, ça je sais le faire. Le problème, c'est que je sais le faire à partir de l'API 21 d'Android. Donc si vous choisissez d'utiliser cette méthode, il faut changer la version minimale de l'API. Ça veut dire qu'il faudrait venir ici, il faudrait venir dans le build.gradle, et il faudrait donc changer le minimum SDK version. Mais ça, c'est pas forcément une bonne idée. L'API en question, là, elle est quand même entre guillemets relativement récente dans l'histoire d'Android. Si jamais là vous montez à l'API 21, ça veut dire que tous ceux qui ont des Android inférieurs et qui représentent néanmoins un certain pourcentage des utilisateurs, vous ne pourrez pas les atteindre. Donc si vous souhaitiez mettre votre jeu de Sudoku sur le Play Store, déjà vous partez mal, vous vous limitez sur le nombre d'utilisateurs qui vont pouvoir installer votre application. Donc autant choisir le maximum d'utilisateurs potentiels. Ici on a mis une version 15, en gros, aujourd'hui, quasiment 100% des utilisateurs sont supérieurs à cette version. C'est-à-dire qu'avec cette valeur-là, j'ai 100% des utilisateurs du Play Store. Ça me semble être un meilleur choix. Donc, désolé, mais je ne vais pas retenir cette solution, même si elle était très bien, même si elle m'aurait évité de faire un new, et je vais plutôt préférer ma première approche. Donc voilà pourquoi il y a aussi ce petit tas de commentaires ici. C'est pour bien insister sur le fait que il faudrait que je change ma version minimale d'API au niveau d'Android, et ce serait un mauvais choix si je compte mettre mon jeu sur le store. Très bien. Bon,
Ensuite, on affiche le texte. Et puis, comme on disait ici, hein, on déplace les boutons. Alors attention, on a placé nos 9 boutons. Maintenant, je veux aussi une gomme, je veux aussi un petit stylo. Bon, ben à partir de là, c'est ce qui se passe ici. Hein. Je me suis amusé à rajouter mon image, mon bitmap qu'on a calculé tout à l'heure. Ben, regardez, je fais un draw bitmap. D'accord. Ça, c'est le draw round rect, hein, c'est pareil que tout à l'heure, hein, c'est pour tracer le rectangle. Sauf qu'au lieu de dessiner cette fois-ci dans le rectangle, ben, je vais tracer une petite image. Donc pour la gomme, il n'y a aucun problème. La gomme ne change pas de taille, donc il n'y a aucun souci. Par contre, il faut gérer le coût du changement de taille. Et donc ici, d'accord, ben, en vérité, je vais précalculer d'abord un pointeur sur le bitmap à afficher. Et ça, ce sera fait en fonction du big number. Si je suis en big number, ben, je prends le gros stylo. Sinon, ben, je prends le petit stylo. Je finis par dessiner mon stylo à l'intérieur de mon élément. Très bien. Alors encore une fois, vous pourriez me dire, mais comment je teste le petit stylo? Bah, regardez, je refais toujours la même manip. Hein. Je reprends mon modèle, hein, d'accord? Et donc ici, sur le big number, bah, pour le moment, on est à true, d'accord? Je build, je regarde ce qui se passe. Bah, vous avez vu, j'ai le grand stylo. Je reviens ici, je place big number à false. Et du coup, si on refait un build, oui, non, c'est ici. Et donc cette fois-ci, on a le petit stylo pour poser les marques. C'est pas mal. Donc on commence à voir la grille et tous nos boutons. L'étape d'après. L'étape d'après, maintenant, elle consiste à rajouter des gestionnaires d'événements. Hein. Pour le moment, on affiche quelque chose, mais si on veut faire un jeu, il faudrait voir de rajouter des gestionnaires d'événements. Bon, c'est ce qui vous est proposé. Un petit peu plus bas, hein, je passe là, tout ça, c'est le visuel qu'on vient de copier. Et donc, on arrive sur cette section de code. Cette section de code, elle dit quoi? Elle dit que pour travailler, je vais utiliser ce qu'on appelle un gesture détecteur. Un gesture détecteur, c'est un système qui va me permettre de capturer les mouvements du doigt sur la dalle tactile. Alors c'est vrai qu'il supporte plein d'événements possibles. Hein. Un jeu de Sudoku, c'est relativement simple. Mais disons que je préfère utiliser ça plutôt que d'avoir des événements de bas niveau. Donc je vais implémenter un gesture détecteur. Très bien. Donc je remonte tout en haut de ma classe. Et donc on a ça. Ici, bien entendu, je fais un contrôle espace pour avoir le type. Hein. Tout va bien. Du coup, je suis en erreur. Pourquoi? Parce que cette interface, hein, j'implémente une interface, le onGestureListener. Il faut que je fournisse les méthodes en question. Mais avant de parler des méthodes que je dois fournir, je vais déjà gérer un point, c'est qu'il faut en plus de ça qu'on ait un gesture détecteur. Donc le gesture détecteur, regardez, je l'ai pris ici. Notez que dans ce fichier, hein, je présuppose que là vous avez tout le reste. Hein. J'ai mis que les sections de code qui m'intéressent, donc il faut prendre ce qu'il faut, mais bien entendu il y a tous les autres attributs. Là il y a tout ce qui est relatif au graphique, au changement de taille, donc j'ai pas systématiquement remis tous les éléments. Je n'ai mis que ce qui nous manquait. Donc je prends un gesture détecteur. Parfait, allez, je vais le mettre plutôt du côté du Paint, voilà, je préfère. Et puis, ce qu'il faut, c'est l'initialiser. Alors, ce constructeur, hein, c'est celui qui est utilisé quand vous avez ajouté votre composant de vue avec le designer qui est ici. Si vous utilisez le designer d'Android Studio, on a besoin de ce constructeur. Si par contre un jour vous ajoutez votre vue par programmation, vous aurez peut-être besoin simplement de ce constructeur-là. Donc les deux peuvent être utiles. Nous, aujourd'hui, il n'y a que lui qui nous intéresse, mais les deux peuvent être utiles. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'avoir une méthode private, on l'appelle init, et elle va gérer tout ce qui est initialisation, quelle que soit la manière dont on aura eu de créer notre vue. Ce qui veut dire que les deux constructeurs doivent rappeler l'init. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'init? Vous voyez, je ne fais pas grand-chose, mais j'active mon gesture détecteur. Très bien. Bon, pour autant, on a toujours l'erreur de tout à l'heure. Hein. Donc maintenant, il faut rajouter les gestionnaires d'événements. Les gestionnaires d'événements, regardez, je les ai mis un petit peu en dessous, hein, donc on attaque à ce niveau-là. Et il faut savoir que ces gestionnaires d'événements, ils ne viennent pas tous de l'interface onGestureListener. En vérité, le onTouchEvent, il vient directement de Vue.
En vérité, là, j'override quelque chose qui est défini au niveau de view. Par contre, pour les autres, bah, effectivement, ça vient de mon interface. Donc, je prends tous ces gestionnaires d'événements, dit autrement, toutes ces méthodes, je vais à la fin de ma classe et je vais tout coller. Alors pour autant, je ne vais pas tout déclencher de suite. On va y aller cran par cran, on va expliquer les choses les unes après les autres. Quoi que je peux laisser, là, c'est les gestionnaires d'événements. On peut quand même tout laisser, mais disons qu'on va traiter les points un par un. Donc, cette méthode, j'insiste, vous voyez que ici, mes icônes ne sont pas les mêmes. Celle-ci, j'insiste, elle vient de View. Le reste, ça vient de l'interface. Le i ici, c'est pour interface. Très bien. Ça, c'est l'événement de plus bas niveau que vous ayez. Quoi qu'il se passe sur la dalle tactile, normalement, un View reçoit un OnTouch Event. Sur l'événement, ici, vous pouvez savoir plus précisément quelle est la nature de l'événement. Mais on est de très très bas niveau. D'accord ? Ce qui est préférable de faire plutôt que de chercher à tout gérer nous-mêmes, c'est d'utiliser le gesture detector. Lui-même va intercepter les différents types d'événements que vous avez ici et va déclencher les méthodes en fonction de ce qui se passe. Un exemple simple, vous voulez avoir une action sur une pression longue. Dans ce cas-là, ici, on a un on long press. Un on long press va déclencher au bout d'un certain temps, tant que le doigt reste enclenché sur la dalle tactile. Mais du coup, ce n'est pas à vous de calculer du temps ou ce genre de choses-là. C'est directement le gesture detector qui gère tout ça à votre place. Bon, notez qu'on a ici des méthodes. Pour la plupart, je ne vais pas m'en servir. Moi, la seule qui va vraiment m'être utile, c'est quand je vais appuyer un single tap up. Je vais juste tapoter sur ma dalle tactile. Bon, du coup, il y a deux parties. Première partie, c'est est-ce que je clique sur la grille. La partie qui ensuite, c'est est-ce que je clique sur mes boutons. D'accord, on va considérer pour le moment juste la grille. Donc qu'est-ce qu'on dit ici ? On va regarder si le Y il est inférieur à la grille. Alors, le test est simple, mais en vérité, la problématique aussi. Notre view, regardez, il est détouré avec les petits taquets bleus. Donc il commence bien là, et il va jusque là. Donc ça veut dire que la grille, elle se termine où ? Elle se termine ici. D'accord ? Et donc, la largeur, mon grid width, c'est la même valeur que j'ai d'ici jusqu'à ce trait noir. À ce niveau-là. Donc du coup, si je clique en termes de hauteur au-dessus, c'est que je suis dans la grille. Si je clique en dessous, c'est que je suis sur les boutons. Les choses sont simples. Donc tant que je suis inférieur à grid width, je suis dans la grille. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je récupère e.getX et e.getY. E, c'est mon objet d'event qui est là. D'accord ? Il contient les informations de la position du doigt quand vous avez tapoté sur votre dalle tactile. Bon, ce que je fais, c'est que je prends cette position et je la divise par la taille d'une cellule. Ça me renverra en entier les coordonnées de la cellule sur laquelle j'ai tapoté. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On fait simplement que de changer, vous voyez sur le gameboard, la position du current X et du current Y. Si vous vous arrêtiez là, vous pouvez tapoter tant que vous voulez sur la grille, vous ne verrez rien. Pourquoi ? Parce que la grille ne va pas se réactualiser périodiquement. D'accord ? Donc on ne prendrait pas acte de la modification. Notre modèle de données aurait été mis à jour, mais l'affichage aurait toujours été celui qui a été proposé X minutes auparavant. Donc si vous voulez forcer une réactualisation graphique de votre vue, il faut faire un post invalidate. Ça force une réactualisation de mon composant. Return true, l'événement a été traité. Là, j'ai envie de tester ça. Alors par contre, là, j'ai un souci. Je peux faire un build si je veux, mais là, je ne peux plus tester les appuis sur la grille. Donc là, maintenant, il va falloir commencer à lancer l'émulateur. Donc regardez, je vais démarrer mon application. Alors j'avais déjà pris soin d'avoir un émulateur démarré pour gagner du temps. Et donc, je vais démarrer mon émulateur. Mon application dans l'émulateur. On patiente quelques secondes et... on a codé une petite bêtise. Je vais aller regarder, mais j'ai une petite bêtise dans un coin. C'est très bien, quelque part, ça nous fait voir comment régler les problèmes. Donc ici, je viens dans le log 4, et donc effectivement, j'ai eu ce souci. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai un pointeur nul sur un getWith. C'est quand je fais a priori un retaillage de mes icônes, et donc ce serait...
Ah, ah. Donc là, on a un petit souci. Donc il faut trouver. Alors peut-être que vous l'avez aussi. Donc s'il faut, on est tous en train de chercher en même temps notre petite erreur. Et donc on a un pointeur nul. Un null pointer exception. Ce qui m'embête, c'est que j'ai pas forcément énormément d'informations. Bon, oui, remarque, c'est en ligne 66. Donc c'est ici qu'on a un souci. Donc on a bien notre image, elle est bien dans les drawables, elle est ici. Elle s'appelle bien Eraser, donc je suis censé l'avoir chargée. Je viens de comprendre. Le problème, c'est nos fichiers d'image. Ils ont été placés dans le mauvais dossier. Regardez, en vérité, en drawable, on a deux dossiers. On a le dossier drawable, qui ne contient pas nos deux images. Et on a le dossier Drawable24 qui, lui, possède ces deux images. On le voit grâce à la zone ici qui est affichée en gris. Donc sélectionnez les deux images, vous les déplacez, vous les fixez sur Drawable. Normalement, ça corrige notre problème. Regardez, je relance notre application dans l'émulateur et donc ça y est, l'application apparaît. Très bien. Donc, ce qu'on cherchait à vérifier, je me remets donc sur le bout de code qu'on vient d'insérer, c'est le fait que si on clique dans la zone supérieure de la grille, on cherche à activer la cellule correspondante. Vous avez vu, quand je clique, j'ai bien la cellule sélectionnée qui est en surbrillance. On a le carré autour qui s'affiche. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Ensuite, je reprends à peu près le même algorithme que tout à l'heure pour faire mon calcul de bouton. Mais cette fois-ci, c'est pour savoir si j'ai cliqué dessus. C'est-à-dire que je calcule un rectangle qui correspond à la position de mon bouton. Et si ce rectangle contient les coordonnées de la souris, pour rappel, E, c'est le paramètre qui est là. C'est l'objet d'événement. L'objet d'événement me renvoie la position en X et la position en Y de l'endroit où vous avez tapé avec votre doigt sur la dalle tactile. Si cette position elle est bien à l'intérieur du rectangle, bon ben regardez, on reprend notre grille, l'objet du modèle qui est associé à la grille, et on invoque la méthode pushValue. Alors pushValue, on en a parlé tout en début de tuto. La méthode, elle est ici. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle vérifie qu'il y ait bien une cellule qui est sélectionnée. Bon, c'est forcément le cas. Cette méthode a été invoquée suite à un événement de type appui sur la dalle tactile. Donc comme on a fait un appui, il y a forcément une cellule qui a été activée. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, on regarde si on a bien une position courante qui est sélectionnée. Si c'est le cas, je récupère la cellule en question. Je vérifie quand même une chose, c'est que si la cellule c'est une des cellules initiales, elle est non modifiable. Je ne pourrai pas la modifier. Sinon, qu'est-ce que je fais? Si on est en big number, ce que je fais, c'est que current cell, vous voyez ici, j'ai le assume value et j'y pose ma valeur. Je reviens sur ça dans quelques instants. Regardez, j'arrive ici, je me mets sur cette cellule, j'imagine vouloir poser le 3, je pose le 3. Vous pouvez remplacer, bien entendu. L'étape d'après, regardez, je reprends ma classe GameView. Donc on vérifie si on a cliqué sur un bouton. Si ce n'est pas un bouton, on vérifie si on a cliqué sur le bouton de la gomme. Si c'est le cas, on invoque la méthode clearCell. La méthode clearCell, c'était la suivante. Elle fait à peu près la même chose. Elle vérifie bien qu'on ait une zone qui soit sélectionnée, une cellule. Si on a cette cellule, on la récupère et on vérifie si c'est une cellule initiale ou non. Si c'est une cellule initiale, il est hors de question de modifier la zone. Sinon, on fait un assume value à 0 et on remet toutes les marques à l'état false pour les 9 digits possibles. Donc normalement, on réinitialise la liste. Je prends le 4, je clique sur la gomme, on a effacé la valeur. Ensuite, il ne nous reste plus qu'une seule chose, c'est le bouton sur le stylo, le bouton sur le stylo. Et donc, ce qu'on va faire quand on appuie sur le bouton sur le stylo, c'est qu'on va changer l'état big number. C'est égal à not big number. Donc on change l'état qu'il avait. Notez bien, dans tous les cas, à chaque fois, on a bien
Oui, là c'est post-invalidate, je ne sais pas ce que j'ai fait. Post-invalidate. Voilà. Et ici c'est pareil, je préfère. La méthode invalidate existe, hein, mais je préfère pour des raisons un petit peu subtiles qu'on invoque le post-invalidate. Donc très bien. Je reviens ici. On a bien notre image qui s'affiche avec le petit stylo. Du coup, si je pose 3, 4 et 5, ben j'ai bien les marques en question qui ont été posées. Si je réappuie dessus, ben chaque appui de marque, hein, regardez, qu'est-ce qu'on faisait? On reprenait l'état de la marque et on l'inversait. Donc du coup, on inverse bien l'état. Là, lié plus. True, false. Impeccable. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un jeu de Sudoku. Vous pourriez presque déjà la résoudre en utilisant déjà ce système. Pour autant, on a un système informatique, on pourrait avoir des aides visuelles qu'on n'a pas forcément si on travaille avec un papier et un stylo. Alors pour obtenir ces aides visuelles, ce qu'on va faire, c'est un petit peu décorer les choses. Je reprends notre page web. Et donc si on descend un petit peu plus bas, on retrouve effectivement toutes les modifications qui sont relatives à l'ajout de l'aide visuelle. Donc il y a pas mal de choses, c'est le code qu'on avait déjà, on n'y touche pas. Par contre, effectivement, il y a quelques nouveaux points qui ont été rajoutés. Premier point qui a été rajouté, vous voyez quand je parcours tous les éléments de ma grille, eh bien ici, je vais mettre avec une couleur légèrement différente. Ici, c'est un rouge un peu clair, on va dire, un peu léger. D'accord, mais ce ne sera pas complètement du blanc. Et donc, quand c'est que je vais mettre du rouge, je vais mettre du rouge si les cellules sont sur la même ligne que celle qui est sélectionnée, sur la même colonne que celle qui est sélectionnée, ou éventuellement sur le même bloc. Regardez, je prends ce bloc-là. Je reviens à ce niveau. Je remonte du coup dans ma fonction d'affichage. On est en train de parler d'affichage. Donc on était ici en train donc, de traiter toutes nos cellules. Et bien regardez, je viens de rajouter le code en question. Bien entendu, il faut que je redéploie. Très bien, on attend quelques secondes. Et donc je pense que ça a été redéployé. Je me mets ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les cellules du carré sont maintenant un petit peu en rouge. Même les grises, là, je les ai un petit peu retouchées. Non, je ne les ai pas encore retouchées. Je vais les retoucher dans quelques minutes. Notez, il y a les lignes ici, du moins la colonne, et la ligne. Cette aide me permettra de savoir que, voilà, par exemple, mon 1, il ne devra pas apparaître ni dans cette ligne, ni dans cette ligne, ni dans le rectangle. Ça peut m'aider à focaliser mon attention sur ce qui est en lien avec la case qui a été sélectionnée. Donc si j'ai un 1 là, je ne dois pas l'avoir ici, je ne dois pas l'avoir là, et je ne dois pas l'avoir dans le bloc. Alors effectivement, du coup, comme il y en avait du gris ici, on ne sait pas si le gris fait partie de la ligne. Donc je propose de le décorer légèrement. Vous regardez ici, effectivement, je regardais le background color. Si c'était du gris, je fais un gris rouge, on va dire. Sinon, je reste bien sur un gris. Voilà. Bon, ça changera un petit peu la couleur des cases qui sont proposées par défaut, celles qui sont initiales. Très bien. Et puis, on poursuit, on va encore rajouter quelques décorations. J'ai bougé, j'ai un petit peu trop bougé. Voilà. Et donc, on peut aussi changer les couleurs par rapport à la case qui est sélectionnée. Si on a déjà sélectionné une cellule, on a une valeur dans cette cellule, on peut éventuellement mettre en couleur toutes les autres cellules qui ont la même valeur. Ça peut nous aider. Donc ici, je vais mettre un espèce de bleu. Vous voyez, je force beaucoup plus sur le bleu, un petit peu moins sur le vert, encore moins sur le rouge. Donc ça va faire un espèce de bleu. Et regardez, donc ça, je vais le mettre, vous voyez, entre la colorisation de mon élément. Alors je vérifie que je ne fasse pas de bêtises. Et là, oui, là, c'est le texte impeccable. Non, peut-être pas ici. Je vais le mettre plutôt ici.
Non, 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 non. Autant pour moi, avant d'avoir la couleur. Voilà, ici. Donc on est d'accord. Hein. Si jamais je suis la même valeur que celle de la case qui est déjà sélectionnée, dans ce cas-là, je m'affiche dans une couleur particulière. En vérité, je précalcule ma variable, comme sur les exemples précédents. Et c'est ici que je vais affecter la nouvelle couleur à appliquer à l'élément. Regardez, je reviens sur l'émulateur, je redéploie. On patiente quelques secondes, et donc j'affiche 4, ben vous voyez, toutes les occurrences de 4 sont maintenant sélectionnées. Alors pour autant, ce n'est pas parfait. Regardez, ici j'ai un 4, donc le 4 il peut potentiellement être où dans ce bloc? Ben, dans ce bloc, le 4 il ne peut pas être sur la même ligne. Donc il est forcément soit là, soit là, soit là. Je sélectionne ce 4, c'est dommage que les petites notes ici, bah, du coup, ne s'affichent pas aussi en couleur. Donc on peut aussi chercher à appliquer cette couleur au niveau des notes. Bah, c'est ce que je fais sur le tracé des notes ici. C'est-à-dire que là, je m'amuse à recalculer à chaque fois la couleur en fonction qu'on soit sur la valeur sélectionnée ou pas. Regardez, je redescends un petit peu, c'est ici que j'ai toutes mes marques, en tout cas le tracé de toutes mes marques. Donc on vient rajouter ici ce qu'il faut pour appliquer la bonne couleur. Alors, sauf que ici on devait tester bien entendu la valeur 1, maintenant on doit tester la valeur 2, à ce niveau on doit tester la valeur 3, bon et ainsi de suite, hein, jusqu'à 9. Donc je rajoute toutes mes couleurs. Voilà, donc ça c'est le 4, la couleur pour toutes mes marques. Voilà, donc vous voyez petit à petit, je rajoute ça pour toutes mes lignes. Alors on est obligé de recalculer la couleur systématiquement, je peux avoir une marque et pas une autre. Hein. Donc attention à ne pas vous tromper. Donc ici, on avait bien le 4. Donc là, on est sur le 5, le 6, le 7, le 8 et enfin le 9. Regardez, je redéploie mon application. On revient ici. Donc je vais poser des marques quelconques. Hein. Donc, oui, non, excusez-moi, là c'était une valeur en dur. Je vais mettre des marques, voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, je sélectionne ici. Tous les 1 sont bien en surbrillance. Et puis, les marques qui correspondent au 1 ont aussi été passées en couleur. Impeccable. Donc, parfait. Et puis, je vous propose une dernière petite modification. À ce niveau-là, on peut éventuellement vérifier. Alors ça, voilà. Vérifier, c'est tout le bloc qui est ici. Si jamais on a des incohérences. Regardez, j'ai pris le bloc. Je viens juste avant de dessiner la cellule considérée. Et donc, je peux encore changer effectivement le background color ici. Je vous fais d'abord voir ce que ça donne. Après, je vous explique le code. Donc, regardez, je redéploie. J'ai mon application. Parfait. Et là, je vais mettre un 4. Le 4 ici n'est absolument pas possible. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà sur ce groupe, mais je l'ai aussi déjà sur la ligne, à ce niveau-là. Donc, le 4, c'est pas possible. Bon, ben, vous voyez, l'idée, c'était de faire en sorte que, quand on ait des incohérences, qu'on les affiche facilement. Bon, bah, du coup, cette valeur-là n'est pas possible. Bon, bah, je viens ici, je l'efface. Alors, comment j'ai fait? Bah, ce que je fais, c'est que je regarde donc si j'ai bien une couleur pour la cellule à dessiner. Quoi, une couleur? Si j'ai bien une valeur pour la cellule à dessiner. Et si j'ai une valeur, ce que je fais ici, c'est que je parcours toute ma ligne, toute ma colonne ou tout le groupe dans lequel je suis.
Si je retrouve une seconde fois la même valeur que celle de la cellule que je suis censé dessiner, c'est qu'il y a une incohérence. Dans ce cas-là, je passe avec une couleur rouge. Du coup, quand ici je dessine ma cellule, effectivement, je mets bien en surbrillance les éventuelles erreurs que j'aurais pu produire. Donc regardez, là le 4, effectivement, ça pose souci. Je peux donc poser différentes notes impeccable. Je peux poser des valeurs quelconques en faisant comme ça. Bon, là, vous voyez, mon 2, c'est pas possible. Je peux poser un 3, c'est pas possible. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi, je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, on est capable d'afficher l'état de la grille en fonction des actions de l'utilisateur. Bon, à partir de là, il ne vous reste plus qu'à finaliser cette grille de Sudoku. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez continuer ce jeu. Alors, qu'est-ce que vous pourriez rajouter au niveau de ce jeu? Ma foi, pas mal d'autres petites choses. Et donc regardez ce que je vous propose ici. Donc ça c'est le résultat de ce que vous avez produit. Et donc là, je vous fais un petit peu de pub entre guillemets pour mon Sudoku à moi, donc qui s'appelle iSudoku. En vérité, j'ai récupéré une bonne partie des codes que je vous ai montrés de cette application-là. D'accord, elle est téléchargeable sur le Play Store. Sauf qu'elle va un petit peu plus loin. Bon, effectivement, déjà, j'affiche des grilles pour tous les niveaux, déjà, premièrement. J'ai même un générateur de grilles qui me permet de ne pas avoir qu'une seule grille, sans quoi l'utilisateur risque vite de se lasser. Donc, je suis capable de générer plusieurs centaines de grilles pour chacun des niveaux. À partir de là, il y a la possibilité d'avoir un chronomètre. Effectivement, ça peut être intéressant de savoir combien on a mis de temps pour résoudre cette grille et de voir si on progresse au fur et à mesure du temps qu'on joue. On peut éventuellement gérer le undo, qui permettrait de revenir en arrière sur les coups précédents. Et puis surtout, le truc le plus important, me semble-t-il, il faudrait aussi gérer la persistance de votre grille pour faire en sorte que si on ferme l'application et si on la réouvre, qu'on ne reparte pas d'une grille neuve et qu'on puisse terminer la partie qui avait déjà été débutée. Voilà. Bon, si vous voulez voir un petit peu fonctionnellement parlant ce que ça peut donner, testez cette application. Et puis surtout, faites les modifications, continuez l'application pour finir votre propre Sudoku. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et n'hésitez pas à le repartager. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Allez, merci de votre attention et de votre participation. À bientôt.